Guitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum. Azul Laoun, bonsoir. C'est quoi les droits de l'homme? Pourquoi est-il préférable aujourd'hui de dire droits humains? À quel moment de leur histoire certaines sociétés humaines ont-elles ressenti le besoin de fonder ce concept, de le formaliser, d'en faire un principe inviolable? Qu'en est-il aujourd'hui en la matière? Toutes les sociétés humaines ont-elles adopté ces lois, désormais universelles? Leurs États respectifs les respectent-ils réellement et pour autant? Dans l'entendement général, ce concept des droits de l'homme ou des droits humains n'est apparu que dans la pensée des philosophes depuis le XVIIe siècle et ne s'est légalisé dans l'entendement général pour la première fois qu'à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à Paris. En fait, et pour ne s'en tenir qu'à ce genre d'initiative, cette déclaration avait été précédée par une autre, qui reste très méconnue alors qu'elle a réellement inspiré celle de la Révolution française, puis par la suite celle universelle de 1948. C'est la Déclaration des droits humains de l'État de Virginie aux États-Unis d'Amérique. Le 12 juin 1776, écrite par George Mason et fortement inspirée par Thomas Jefferson. D'autres déclarations et chartes allaient venir enrichir et détailler ces droits, comme celle, comme je viens de le préciser maintenant, de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Mais bien avant, au cours de l'histoire, et depuis les âges les plus sombres, les sociétés humaines ont ressenti le besoin de se protéger des plus forts, en recourant à un consensus de toute la société, de toute la communauté, de toute la collectivité, qui puise sa force et la protection assurée d'une adhésion généralisée à la morale et aux principes d'abord, puis à la force de la loi générée par la même collectivité. En vérité, le souci des êtres humains de sortir de la jungle qu'était leur vie de tous les jours et d'aller vers des relations entre les hommes qui puissent protéger les plus faibles des plus forts, qui puissent leur assurer la protection de la collectivité tout entière et qui les prémunissent un tant soit peu de la brutalité et des abus des plus forts, vient de bien plus loin dans l'histoire humaine qu'on croit. D'abord, d'une idée morale, qui n'a pas tardé à s'exprimer à travers les premières religions primitives, puis des premiers balbutiements d'une aspiration à la justice humaine, à travers des consensus sous forme de chartes, même si le terme n'existait pas encore. Il en fut ainsi, par exemple, du cylindre de Cyrus le Grand, après sa conquête de Babylone. Cette charte, appelons-la comme ça, a été découverte en 1879 et traduite dans plusieurs langues par des spécialistes de l'ONU bien plus tard. Ce cylindre en argile datait de 539 ans avant le christianisme et gravé d'inscriptions qui légifèrent sur des dispositions de Cyrus le Grand, sur la tolérance entre les religions,
la liberté du culte, l'abolition de l'esclavage, le droit du retour dans leurs pays respectifs aux déportés et autres droits dont certains étaient très en avance sur leur temps. D'autres démarches, individuelles ou collectives, allaient elles aussi poser des jalons littéralement révolutionnaires sur la route de l'humanité pour plus d'humanité. L'éthique à Nicomaque d'Aristote sur le principe de dignité et de respect dû à tout être humain, la République de Platon, où la société met l'homme au centre de son fonctionnement. Les pensées de l'empereur romain Marc Aurèle, où l'évocation des droits humains prennent une place essentielle. Les religions qui toutes prônent la nécessité de pratiquer le bien, de ne pas opprimer le faible, de respecter la vie, la dignité et l'honneur des autres. Et ainsi, depuis la nuit des temps et jusqu'au temps moderne, les sociétés humaines n'auront de cesse que de mettre l'homme et ses droits au centre de la vie. Des considérations morales, philosophiques, juridiques, politiques viendront pas à pas, jour après jour, révolution après révolution, sacraliser le droit de chaque être humain au respect de sa personne, à la dignité, à la liberté, à pratiquer sa religion ou à ne pas la pratiquer, à une inviolable égalité avec n'importe quel autre être humain. L'aspiration au meilleur pour tous les êtres humains sur Terre atteindra de tels sommets que même la dénomination de droits de l'homme prendra celle de droits humains, parce que les mots ont un sens et que tout doit être entrepris pour ne susciter aucune ambiguïté sur les termes, parce que désigner ces droits comme étant humains plutôt que ceux de l'homme précise que ces droits sont aussi ceux de la femme et de l'enfant. Mais il y a loin de la cuillère à la bouche. Si ces droits sont aujourd'hui consacrés par la quasi-totalité des nations dans le monde entier, si l'on accepte bien sûr quelques États qui n'y adhèrent pas et de très nombreux régimes qui ont pourtant signé et promulgué toutes les chartes et toutes les conventions sur les droits humains et qui n'en continuent pas moins de les violer ou pire encore, de faire passer leurs victimes pour des criminels. Le président Tebboune, dans une déclaration publique, relayée par la télévision publique, n'a-t-il pas affirmé que dire qu'il y a des prisonniers d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle? Nous y reviendrons pour d'autres détails. L'édito de Djemeldine Benchenouf.